Bonjour la beauté. À un moment donné, dans un futur lointain, les humains ont commencé à coloniser l'univers. L'entreprise militaire Exor, située dans un immense complexe dans le ciel, observe un monde désolé qui abrite une colonie pénitentiaire et la ville capitale d'Osiris. Là-haut, en plus du complexe, se trouve la flottille, une base militaire. Le responsable du soutien aux nouveaux établissements est le lieutenant Kane Somerville, un héros de guerre tourmenté qui a quitté la Terre après un accident lors d'une des premières missions de combat qu'il a dirigées. À cause d'une erreur qu'il a commise, presque toute son équipe était morte. Ses supérieurs l'ont accusé d'abus de substances et bien qu'il ait été gracié grâce à sa carrière de pilote de chasse, lui et sa famille ne furent plus jamais les mêmes. Vivre sur la flottille rend difficile pour lui de voir sa fille de 11 ans, Indy Somerville. Aujourd'hui, il l'emmène faire une excursion dans le désert de la planète, bien qu'elle ne soit pas impressionnée par un endroit aussi vide. Indy dit que sa mère pense qu'il fuit ses responsabilités, mais il évite le commentaire en disant qu'il ne lui a pas parlé depuis longtemps et qu'il est fier de faire partie d'un projet qui construit le nouvel avenir de l'humanité. Pour faire plaisir à sa fille, il lui prête son arme et lui apprend à tirer avant qu'ils n'aillent ensemble inspecter les nouveaux bunkers. Une fois terminé, Indy est envoyé dans la ville d'Osiris pour rester avec une nourrice car elle ne peut pas monter sur la flottille avec lui. Kane lui promet qu'il sera de retour dans une semaine et qu'elle pourra l'appeler à tout moment. Après un aperçu des monstres qui rôdent dans le désert pendant la nuit, le matin arrive pour Kane sur la flottille. Son intelligence artificielle, Travis, le réveille et prépare son petit déjeuner tout en diffusant ses messages. Kane ignore ceux de son collègue et de son épouse, mais écoute ceux d'Indy tout en consultant quelques rapports. Soudain, le message est interrompu et lorsque Kane demande à Travis de le restaurer, l'IA lui répond que ce n'est pas possible car toutes les communications avec la surface ont été temporairement coupées après des troubles survenus dans la prison. La personne responsable du complexe d'Exor est la générale Linex, considérée comme plus préoccupée par sa propre place dans l'univers que par les personnes qui y vivent réellement. Elle reçoit un rapport sur la situation de la colonie après la violation de la prison. Certaines créatures créées par Exor elles-mêmes y sont entrées et massacrent les prisonniers. Les villes extérieures ont également disparu et ce n'est qu'une question de temps avant que les monstres n'éliminent toute vie à la surface. Le colonel veut sauver un maximum de vies, mais Linex estime que cela nuirait à la réputation de l'entreprise. Alors, elle décide de convoquer une réunion pour proposer un plan alternatif. Cependant, elle ment aux participants, dont Kane. Elle leur dit que les prisonniers se sont révoltés et sont en possession d'un virus mortel qu'Exor avait testé et qu'ils utilisent maintenant pour garder la planète en otage. Si Exor tente d'intervenir ou de secourir des personnes, ils libéreront le pathogène dans la capitale. Cela impose l'activation du protocole 424 qui exige la destruction totale de la colonie. Linex affirme que si les prisonniers la prennent, ils pourraient négocier un meilleur accord. Ils ont 23 heures pour y parvenir et Linex assure à tous que les habitants de la capitale ainsi que les familles des employés seront en sécurité. Après la réunion, Linex ordonne au colonel d'étiqueter chaque participant afin de les surveiller pendant ces 23 heures. Si un mouvement inhabituel est détecté, ils devront être isolés. Désespéré après avoir entendu les nouvelles, Kane tente de contacter Indy, sans succès. Et lorsqu'il demande à Travis des rapports sur l'incident à la prison, on lui répond qu'ils sont confidentiels. Le colonel a pitié de lui et par amitié lui révèle la vérité. Il n'y a pas de virus, ce sur quoi Exor travaille secrètement depuis toutes ces années, c'est la création de créatures appelées déguenillées, destinées à être envoyées et utilisées dans l'implantation de nouvelles colonies. Il n'y a aucune prise d'otage. Les monstres se sont échappés et se dirigent vers la ville principale. Dans 23 heures, Exor fera exploser les réacteurs. Kane est furieux d'avoir été trompé et d'avoir été autorisé à emmener sa famille alors qu'il savait ce qui se passait sous la surface. Mais le colonel n'a pas le temps de discuter. Il dit à Kane qu'ils vont verrouiller le hangar dans 20 minutes, après quoi personne ne pourra entrer ni sortir de la station. Kane décide alors de faire ce qu'il sait faire de mieux, piloter. Il vole un vaisseau et quitte la station, manœuvrant avec un talent exceptionnel pour éviter les tirs des officiers qui le poursuivent. Mais lorsqu'il pousse le vaisseau à dépasser la force G pour éliminer le dernier garde d'Exor, il commence à perdre connaissance et le système d'urgence prend le relais, éjectant son siège. Revenant à lui à la dernière seconde, Kane parvient à détacher sa ceinture et à ouvrir son parachute, lui permettant d'atterrir en toute sécurité dans l'eau.
du moins jusqu'à ce qu'il se relève et qu'une silhouette mystérieuse ne l'assomme avec une arme. Kane se réveille au sol et découvre que la personne qui l'a traîné jusqu'ici est Sy Lombrock, qui pointe maintenant une arme sur lui. Il tente d'expliquer la situation en inventant un mensonge sur les prisonniers ayant accès au réacteur, mais il se trouve que Sy était infirmière à la prison. Il sait donc que Kane ne dit pas la vérité. Pour le convaincre de son histoire sur l'explosion imminente de la planète, Kane dit qu'il veut sauver sa fille, qui est actuellement dans la capitale, et qu'il donnera à Sy l'accès à un bunker sécurisé s'il l'aide à la secourir. Sy accepte alors. Alors, un flashback commence et Sy apparaît comme un prisonnier dans la prison de la planète. Il déjeune avec deux autres détenus, Vim et Kreat, tout en discutant d'un plan d'évasion basé sur des informations qu'un autre prisonnier nommé Carmel a donné à Sy. Kreat pense que c'est une mission suicide, mais Sy estime que c'est maintenant ou jamais. Finalement, Kreat et Vim acceptent après avoir reçu la confirmation qu'un détenu nommé Bostock et son groupe sont également partants. Pour l'étape suivante du plan, ils doivent tous aller à l'isolement pour trouver la bonne sortie. Carmel tente d'être envoyé en cellule d'isolement, mais il est plutôt traîné dans une réunion avec le directeur Mourdin, qui se moque de lui pour sa religiosité et lui annonce qu'il ne l'y enverra plus avant de le passer à tabac sous les yeux de deux gardes. Pendant ce temps, Sy déclenche une bagarre dans le réfectoire qui est interrompue par Mourdin et ses gardes. À la surprise générale, ces dernières permettent à la bagarre de continuer à condition que les prisonniers respectent certaines limites. Comme cela fait partie du plan, Kreat dépasse ses limites en blessant l'homme qui frappait Sy, provoquant une émeute et forçant les gardes à intervenir. Les prisonniers sont envoyés en isolement dans des cellules spéciales rotatives avec des lumières clignotantes qui ont des effets délirants sur leur esprit. Sy s'y retrouve également jusqu'à ce que Mourdin vienne le chercher, lui et Vim, pour un objectif bien particulier. De retour au présent, Sy indique à Kane qu'ils n'arriveront pas à temps à la capitale. Kane répond qu'à pied, c'est impossible, mais qu'il y a un avant-poste de contrebande au-delà des montagnes où ils peuvent trouver un véhicule. Leur conversation est interrompue par le passage de plusieurs vaisseaux, les forçant à se baisser et à se cacher dans les hautes herbes. Cela signifie qu'Exor est déjà à la recherche de Kane. Peu après, ils atteignent un bar à l'avant-poste où Jeep et Bill s'amusent à lancer des couteaux sur une cible en forme de mannequin humain. La femme du bar informe Kane que ce couple possède le bus à l'extérieur. Alors, il tente de leur parler, mais ils se fâchent parce qu'il a interrompu leur jeu. Jeep lui met un couteau sous la gorge tandis que Bill l'interpelle. Mais Sy intervient et explique que Kane est un déserteur d'Exor qui veut seulement retrouver sa famille et qu'il est prêt à payer 20 000 pour le trajet. Bill accepte, à condition que Kane réussisse l'épreuve de Jeep qui consiste à se droguer et à lancer un couteau sur la cible. La précision de Kane est parfaite, il réussit donc le test et les quatre conviennent de partir en faisant un détour pour acheter des armes. Un autre flashback commence dans la prison. Vim se réveille dans une cage et voit un monstre s'approcher de lui. La créature lui frappe le cou avec sa langue et lui injecte une substance dangereuse. Sy entend ses cris depuis une autre pièce alors qu'il reprend connaissance dans une cage également. Mourdin est là. Il commence à expliquer à Sy le projet de terraformation d'Exor et comment il crée ces créatures en mutant des prisonniers, les transformant en êtres capables d'évoluer et de s'adapter à n'importe quel environnement. Soudain, le sol s'ouvre sous Sy, qui disparaît et réapparaît dans une autre pièce où Bostock l'attend, ayant mené le plan à bien. Il a réussi à obtenir des vêtements et de fausses identités, dont une qui dit que Sy est infirmier, mais leur préparation est interrompue par Kreat, qui arrive paniqué en déclarant qu'il a libéré le diable. Les prisonniers commencent à fuir alors que les créatures massacrent tout le monde dans le bâtiment, y compris le monstre qu'était autrefois Vim, qui tue maintenant Mourdin. Bostock et Kreat veulent se rendre à la capitale, mais Sy dit qu'il ne peut pas les suivre car il veut aller à l'opéra. Ils se séparent alors. Un autre saut dans le temps se produit et la Terre apparaît 2 ans auparavant. Sy est informé qu'il sera envoyé en prison pour 20 ans, peut-être 15, et qu'il sera considéré comme un monstre pour avoir enfreint le code et trahi la confiance du public. Sy pense que plus rien n'a d'importance. De retour au présent, Kane et Sy attendent les armes qu'ils ont commandées. Elles sont apportées par 2 hommes, Mandel et Joe, qui demandent 30 000 en paiement. Kane leur donne la somme demandée et le groupe part. Dès qu'ils disparaissent de vue, les 2 hommes célèbrent leur nouvelle fortune. Après avoir bu et dansé, ils remarquent quelque chose d'étrange au loin. Ce sont les monstres qui viennent les attaquer. Joe et Mandel tentent de se défendre en leur tirant dessus par les fenêtres.
S'ils réussissent à en tuer quelques-uns, le reste des créatures se pénètrent néanmoins dans leur cabane. Ne voyant pas d'autre issue, Joe décide de dégoupiller une grenade. Plus tard dans la nuit, Kane raconte à tout le monde dans le bus ce qu'il a vu des monstres et que la bombe explosera dans 4 heures. Ils ont une conversation philosophique sur ce qui les a amenés là, le destin et les conséquences. Ils évoquent aussi l'éthique d'utiliser les prisonniers comme main-d'œuvre gratuite. Quelques heures plus tard, lorsqu'ils arrivent à Osiris, la ville est en plein chaos. Les monstres attaquent à chaque coin de rue, infectant d'autres humains pour les transformer. Le groupe récupère ses armes et convient que pendant que Kane part chercher sa fille avec Sai, Jeep et Bill assureront la couverture et protégeront le bus. Le couple tire sur tous les monstres qui approchent tandis que Kane et Sai entrent dans l'immeuble où vit Indy. Ils croisent un voisin qui leur dit ne pas l'avoir vu avant de les laisser monter. Ils forcent la porte de l'appartement et découvrent la nourrice morte, mais Indy est en sécurité car elle s'était cachée dans le placard. Après avoir dit à Indy que la nourrice est rentrée chez elle pour la protéger de la vérité, les trois essaient de descendre par l'escalier, mais un monstre leur bloque le passage, les forçant à chercher une autre issue. Pendant ce temps, Jeep a ramené Bill à l'intérieur du bus parce qu'il a été blessé par une créature. Elle tente de trouver une trousse de secours sans succès et doit finalement assister impuissante à la mort de Bill dans ses bras. Kane, Sai et Indy atteignent le toit de l'immeuble et verrouillent la porte derrière eux. Ne voyant aucune autre issue, Sai prend Indy dans ses bras et saute du toit, atterrissant en toute sécurité sur le bus. Kane les suit mais manque de tomber. Heureusement, Sai le rattrape et l'aide à monter à bord. Ils commencent à frapper les coutilles et à supplier Jeep de les laisser entrer, mais Jeep hésite à cause de ce qui est arrivé à Bill. Finalement, elle cède et leur ouvre avant de démarrer le bus pour les éloigner, tandis que Sai couvre le corps de Bill avec une couverture. Kane explique à sa fille ce qui se passe et s'excuse de ne pas avoir été assez présent dans sa vie. Indy accepte de lui pardonner. Il donne ensuite à Jeep les indications pour le bunker et s'assure que tout le monde apprenne le code pour entrer. Dans le complexe d'Exor, l'Inex est en train de lancer le protocole 424 lorsqu'on lui signale qu'un bus se dirige vers l'un des bunkers. Elle envoie alors un vaisseau à leur poursuite. C'est Indy qui le remarque par la fenêtre, alors Kane lui ordonne de se cacher avant de dire à Jeep de ne pas tourner afin que le vaisseau ne découvre pas leur destination. Après les avoir suivis un moment, le vaisseau finit par s'éloigner et Jeep prend enfin la route du bunker. Ils sont sur le point d'y arriver quand soudain le vaisseau surgit devant eux et ouvre le feu, ne partant que lorsqu'il est à court de munitions. Jeep et Kane sont tués, mais Si et Indy s'en sortent. Indy refuse d'abandonner son père, mais ils n'ont pas le temps de pleurer. S'il apprend et la sort du bus pour tenter d'atteindre le bunker, un monstre les repère en chemin et les poursuit dans les cavernes, parvenant à infecter Si avec sa langue alors qu'il lui tire dessus. Ils trouvent l'entrée du bunker et Indy entre le code. Tous deux parviennent à s'y réfugier juste à temps avant que la planète ne soit bombardée. Cependant, Si commence à se transformer en monstre. Alors il supplie Indy de trouver quelque chose de tranchant pour qu'il puisse se donner la mort. Indy refuse car elle ne peut pas le faire seule, alors elle lui parle et le touche tandis que son corps change. Un autre flashback montre la vie de Si en tant qu'infirmier dans un hôpital sur Terre. Il s'effondre lorsqu'il découvre que les patients qu'on vient d'amener sont sa femme et sa fille et qu'aucune d'elles n'a survécu. Dévasté, il abuse de sa position d'infirmier pour entrer dans la chambre de l'homme responsable de l'accident qui a tué sa famille. Il le frappe et tente de l'étrangler avant que la sécurité ne l'arrête. De retour au présent, plusieurs jours se sont écoulés depuis l'explosion. Deux explorateurs découvrent le bunker et aperçoivent Indy au loin, vêtu d'une combinaison spatiale. Ils sont attaqués par Si qui s'est transformé en monstre mais a conservé une part de rationalité grâce à Indy. Après avoir tué l'un des explorateurs, ils saisissent l'occasion d'interroger l'autre pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. L'exploratrice leur explique que la flottille est en route pour retourner sur Terre après avoir été rappelée à la suite du désastre. L'histoire officielle qu'ils racontent à tout le monde est que les prisonniers se sont révoltés et ont pris le contrôle des réacteurs, provoquant une explosion sans aucun survivant. Indy lui dit que si elle veut vivre, elle devra les emmener jusqu'à la flottille sans se faire repérer. La femme n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ils montent à
bord du vaisseau de l'exploratrice et celle-ci observe Indy et s'y communiquer par langage des signes avant qu'Indy ne caresse la tête de Sai et ne lui tienne la main, lui disant qu'ils rentrent enfin chez eux, tout en faisant ses adieux à son père. Ainsi se termine The Osiris Child, un film de science-fiction, action et drame de 2016. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.